Bonjour à tous, alors aujourd'hui, ravi, très honoré d'être avec Enrique Lopez. Bonjour Enrique. Bonjour Cécile. Alors Enrique, vous travaillez chez Microsoft et vous êtes l'homme de l'IA, l'homme aussi de l'impact social. Alors je vous laisse peut-être vous présenter, nous expliquer quel est votre métier chez Microsoft. Oui, je suis effectivement en charge d'un plan stratégique pour la filiale française qui vise à accompagner les enjeux sur les technologies de pointe, donc la cybersécurité, mais surtout par exemple l'IA, et à asseoir une contribution positive de Microsoft sur les sujets, on va dire, environnementaux et sociaux. Donc comment la technologie, comment Microsoft peut contribuer à des sujets liés à l'environnement, mais des sujets liés à des choses plus sociétales, la diversité, l'inclusion, la formation, la création d'emplois et les sujets plus éthiques. Voilà. Et c'est à la fois des initiatives portées par Microsoft, mais également des contributions auprès de clients, de partenaires, d'associations publiques ou privées. Donc voilà, c'est comment contribuer positivement aux enjeux de l'écosystème français. Donc vous êtes quand même au cœur de cet effet waouh, cet effet IA générative. Et donc on a tout de suite envie de comprendre un petit peu l'histoire. Commençons par les bases. Pourquoi ChatGPT a été lancé donc en 2022 et comment se maille en fait votre relation avec OpenAI? Bon, c'est pas nouveau l'IA pour un Microsoft. Il faut savoir que on travaille chez Microsoft sur des sujets d'intelligence artificielle depuis plus d'une trentaine d'années. Donc on a Microsoft Research qui travaille, qui d'ailleurs année après année bat des records sur le computer vision, sur la compréhension du langage, etc. Et depuis 2017-2018, on travaille de manière très proche, en mode partenariat, avec OpenAI, et d'un point de vue recherche et développement et ingénierie. Et tout s'est accéléré ces dernières années avec effectivement des larges modèles de langage, les fameux LLM. Chez OpenAI, les fameux GPT. Chez Microsoft, il y avait des choses qui étaient cotées, on va dire, ça s'appelait Turing. Et dans ce partenariat, OpenAI a lancé effectivement le fameux chat GPT. Et notre partenariat s'est encore plus solidifié et consolidé. Donc d'un côté, ils ont leur propre, on va dire, produits et manière d'aller sur le marché, mais cette co-ingénierie, cette co-recherche sur ces gros modèles sont intégrés dans les produits Microsoft, que ce soit dans Bing version grand public, que ce soit dans la suite Office avec les fameux copilotes, ou que ce soit les OpenAI intégrés au cloud Azure. Voilà. Alors on a besoin de comprendre, quand on est une entreprise et que l'on veut utiliser, j'allais dire, ChatGPT version entreprise avec nos propres données, sans utiliser, j'allais dire, les données publiques et en même temps sans que nos collaborateurs mettent des données confidentielles vers les données publiques. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous proposez? Et en fait, quel est le modèle économique pour Microsoft et pour l'entreprise? Une entreprise, à titre d'entreprise, on a envie d'avoir ces grands modèles de langage parce qu'on imagine tous les cas d'usage potentiels. Alors, on peut se dire, je vais me tourner directement vers OpenAI et ChatGPT, et puis on peut utiliser l'outil grand public. Là, commence à se poser une question, si ses propres employés font un copier-coller des données de l'entreprise pour le mettre dans ChatGPT, c'est comme si vous preniez un document puis vous le mettiez sur un outil grand public. On n'est pas en train d'incriminer ce que ferait OpenAI avec ces données-là, mais on n'a pas envie en tant qu'entreprise que des données d'entreprise sortent dans un outil grand public. Donc, on a plutôt envie que ça reste dans son périmètre. Et c'est là que utiliser ChatGPT pour certains usages, pourquoi pas. Dès que c'est des usages qui sont entreprises, il faut que on ait accès à ces modèles de langage, mais dans un contexte, dans un cloud qui apporte de la sécurité, de la conformité, et puis qui nous permet d'utiliser ses propres données. C'est là que le fait d'avoir ce partenariat avec OpenAI et d'avoir intégré les API, donc fameux Azure OpenAI dans le cloud Microsoft, Azure, donc voilà, eh bien on va pouvoir proposer aux entreprises
soit d'utiliser, parce que nous, on a développé sur la base de ces langages, donc de l'intégrer, de l'utiliser dans Teams, dans Word, etc. Mais si on veut faire son propre scénario en utilisant la puissance de GPT et ses propres données, on peut le faire dans le cloud Azure, dans un environnement que la plupart des entreprises connaissent, puisque c'est déjà un cloud qui est utilisé. Et le modèle économique, pour y revenir, le modèle économique, c'est comme un service cloud, comme quand on utilise du stockage ou un autre service cognitif, par exemple la reconnaissance de caractère ou n'importe quel autre service, c'est à la consommation. D'accord. Donc, c'est une sorte d'abonnement, voilà. Alors, une question, vraiment, vous qui êtes au cœur, donc, j'allais dire, des cas d'usage. Aujourd'hui, concrètement, les entreprises qui sont les plus touchées, les plus matures dans l'utilisation de ces modèles de langage, quelles sont-elles et qu'est-ce qu'elles font? Alors, là, ça va être difficile de dire quelles sont les plus matures, parce qu'en fait, depuis l'arrivée de ChatGPT, on travaille avec tous les secteurs d'activité, que ce soit le commerce de grande distribution, que ce soit les médias, que ce soit des chaînes logistiques, que ce soit même des acteurs publics. Tout le monde voit l'intérêt d'utiliser un modèle de langage pour améliorer son service client, pour faire gagner en productivité, pour rédiger des documents, faire des synthèses, générer du texte sur des fiches produits, un certain nombre de choses. Donc, il y a énormément de cas. Alors là, on en a quelques-uns grand public. Hein, celui très récent, puisque on est là début juin, c'est Carrefour qui a annoncé 3 cas d'usage sur les achats, sur un conseiller pour faire ses courses, la rédaction de fiches produits, donc 2 cas internes et un cas, on va dire, externe. Mais je pense que dans les jours et les semaines à venir, on va en voir plein d'autres arriver, et il n'y a pas un secteur d'activité plus qu'un autre. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une IA avec les IA génératives qui va apporter des cas d'usage très proches on va dire, d'une frange de la population qu'on n'imaginait pas, entre guillemets, touchée directement par l'IA générative, ces fameux col blanc, pour prendre cette expression. Donc, des personnes qui travaillaient sur du contenu, qui généraient beaucoup d'informations ou qui manipulaient beaucoup d'informations, les voilà aujourd'hui avec un GPT, une IA générative. On ne va pas dire qu'il va prendre leur place, au contraire, on pense que c'est plutôt un copilote, mais ils pensaient être dans un cercle un peu pas forcément à l'abri, mais avec quelques outils et garder une certaine forme d'autonomie dans leur travail. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont pouvoir avoir un super outil pour les aider, un bon copilote, mais effectivement, ça pose des questions à ce niveau-là. Alors, parlons maintenant peut-être des points sur lesquels il faut rester vigilant. C'est le point, ce que vous appelez les hallucinations, quand il y a quelques erreurs, puisque ChatGPT ne dit pas « je ne sais pas ». Et en même temps, parlons peut-être de la consommation énergétique. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme élément peut-être complémentaire sur ces 2 points de vigilance? Oui, je pense que il y a plus largement, je dirais, il y a 3 choses. Le gros sujet, c'est effectivement l'IA responsable. Et donc, au sein de l'IA responsable, peut-être, c'est au sein ou c'est à côté, il y a cette notion d'hallucination. Et puis après, il y a l'impact environnemental. Sur l'IA responsable, c'est comment, dès la conception, l'utilisation des données, la conception du service ou de la solution ou du produit à base d'IA que l'on va créer, quand je dis on, c'est pas Microsoft, hein, c'est les entreprises qui vont utiliser ça, ou dans la finalité du produit, s'assurer que on n'est pas biaisé, on n'est pas transparent, on n'enfreint pas des règles ou des bonnes pratiques éthiques, et qu'on a un service qui est conforme à ce que a aussi un encadrement, une réglementation, etc. Donc ça, c'est hautement prioritaire et ça touche
je pense, tous les employés de l'entreprise d'un point de vue sensibilisation et puis ceux qui vont effectivement s'emparer du sujet. Après, effectivement, il y a l'usage en tant que tel. Il faut être bien conscient que oui, il est très bavard, le GPT, et parfois il est capable d'imaginer des choses qui sont pas forcément dans les données d'entraînement, donc d'entraînement, pardon, donc ce côté hallucination, mais ça se travaille. C'est-à-dire que quand on a un scénario avec GPT, je vous en donne un, je travaille avec un partenaire qui s'appelle Equimetrix, qui a créé un Climate Q&A. Vous interrogez en langage naturel les rapports du GIEC. Alors, pas grand monde les a lus, même l'exec summary, c'est long. Mais là, avoir au niveau grand public accès à toute cette information, ça c'est possible maintenant. Mais on n'a pas envie qu'il y ait de l'hallucination quand on traite un sujet et qu'on veut vraiment des données environnementales. Donc quand on prépare et quand on personnalise cet outil par rapport à des données d'entreprise ou par rapport à des données et des rapports, on s'assure dans la création de l'outil et dans le fine-tuning, parce qu'on ne va pas parler d'entraînement du modèle, qu'il ne part pas en hallucination. Donc ça, on fait attention. Puis après, effectivement, il y a cet enjeu environnemental lié à l'intelligence artificielle, où là, il y a toute une chaîne de liaison sur laquelle il faut que tout le monde travaille. En premier lieu, les créateurs de cette IA, au moment où on entraîne ces modèles qui sont très gourmands, s'assurer que peut-être on fait des modèles un peu moins gourmands, s'assurer que la puissance de calcul qui est utilisée derrière, soit moins énergivore ou alors elle consomme de l'énergie verte. Donc il y a des grands enjeux. Côté Microsoft, on a fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là sur les data centers et autres avec du 100% renouvelable, mais derrière, il y a aussi l'inférence, c'est-à-dire quand on fait des requêtes, quand les entreprises vont aussi vouloir développer des applications. Donc, comment avoir une pratique de développement vertueuse, développement logiciel, d'applications d'IA, donc des actions autour du green développement. Donc, il y a des associations comme la Green Software Foundation, mais il y en a d'autres. Donc, partager les bonnes pratiques, faire des efforts aussi en interne, travailler à être moins énergivore. Il y a beaucoup d'efforts à beaucoup de niveaux. Alors, dernière question, peut-être, Enrique, quel conseil vous donneriez aux collaborateurs qui veulent se former et qui veulent en fait perdre peu de temps, parce qu'on a vu en 4 mois, on a plus de 5000 outils qui sont venus se greffer et qui proposent en fait des surcouches sur tout ce qui se passe autour de ChatGPT. Donc, on a l'impression qu'en fait, on est sous la vague, quoi. Donc, quel conseil, quelle astuce? Déjà, essayer de se former. Il y a des très bons MOOC, je crois, sur les sujets de l'IA. Donc, comprendre l'IA dans son ensemble et comprendre les IA génératives, c'est important. C'est important de se former avant de s'informer parce que de temps en temps, l'information, elle est biaisée ou elle est focalisée. Donc, formons-nous sur l'ensemble des aspects, sur les usages, sur les modes de fonctionnement, sur l'IA générative et sur l'IA responsable. Formons-nous aussi à utiliser, alors on n'a pas encore, mais d'ici pas longtemps, des outils pour nous apprendre à prompter, comme on dit, faire des prompts, en tout cas manipuler correctement son petit copilote. Mais ça va être une nouvelle, de la même manière qu'il faut savoir utiliser les formules dans Excel. Je pense qu'il va falloir faire des petits prompts comme il faut pour obtenir le bon usage et la bonne réponse de ces IA génératives. Et puis passer entre guillemets à l'action, c'est-à-dire tester et le mettre en œuvre, parce que moi je suis intimement persuadé aussi que ce sont les utilisateurs finaux qui savent et qui vont découvrir les cas d'usage et la puissance que ces outils vont pouvoir leur apporter. Donc ne pas en avoir peur et bien au contraire rester en maîtrise parce qu'on est sachant. Mais ne pas rester à côté à côté du quai de la gare, si je puis dire, monter dans le train et en avoir un bon usage.
Merci infiniment, Enrique. Merci pour tout ce partage, pour ce temps. Alors, comme à l'accoutumée, je vais essayer de résumer en 3 idées, mais c'est presque impossible, hein. Donc, je vais jouer à ChatGPT parce que je sais que bientôt, c'est lui qui fera mon job. La première idée, peut-être, c'est que c'est une magnifique aventure pour, en fait, non plus appliquer un mode d'emploi, mais pour maintenant se poser des vraies questions et comment régler des problèmes, alors qu'en fait, très souvent, dans les années précédentes, on appliquait des outils avec des objectifs prédéterminés. Or là, on est vraiment dans le modèle inverse. C'est à nous de trouver les problèmes et de trouver les solutions grâce à des outils qui pourront nous donner des chemins différents. Et ça, je trouve que c'est vraiment une nouvelle tournure d'esprit. La deuxième idée, c'est j'entends l'importance pour Microsoft d'être dans une logique, et ça se voit dans votre titre, d'être à la fois dans la technologie pour partager l'innovation, mais aussi d'être dans une prise de conscience de l'environnement, du social, et de se poser les questions comment arriver à faire en sorte qu'on continue de progresser et protéger peut-être la planète en essayant de consommer différemment l'électricité nécessaire pour progresser. Donc vous n'êtes pas dans une logique de décroissance, vous êtes dans une logique actionnable, comme on dit en recherche, c'est-à-dire trouver des solutions pour justement participer à ce double objectif qui pourrait paraître paradoxal. Et puis la troisième idée, ça me semble très intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a ChatGPT public chez OpenAI, mais il y a aussi ChatGPT dans Bing, et c'est aussi public. Alors on pourrait presque dire que c'est peut-être un peu concurrent, mais enfin en tout cas, c'est dans 2 espaces différents. Et puis on a ChatGPT dans et pour les entreprises dans un espace sécurisé, j'imagine, qui correspond à toutes les réglementations internationales, etc. Et demain, donc on va avoir des copilotes dans les outils classiques de la suite Microsoft qui seront en fait des aides pour la synthèse, la traduction, pour passer de texte à l'image et ainsi de suite. Et donc en fait, c'est un nouveau langage à apprendre et des nouveaux usages à développer. Donc il y a énormément de choses à faire et je retiens de ce discours votre magnifique phrase, il faut d'abord apprendre avant de critiquer ou d'être pour ou contre, car un esprit éveillé, c'est celui qui a déjà l'information. Merci pour ce très beau partage. Merci Cécile, et ne craignez rien pour votre job, je suis persuadé que l'IA va amplifier notre ingéniosité et vous n'en manquez pas. Merci.